Alors ensuite, il y a le stock de nourriture. C'est probablement ce qu'on peut commencer à faire. Pourquoi? Le stock est utile pour deux choses. D'abord, en fait, trois choses. D'abord, parce que vous pouvez le commencer tout de suite. Il n'y a pas besoin de dire, bon, il faut des graines, il faut un potager, etc. Si vous voulez choisir de survivre, la première chose que vous faites demain matin, ouais, c'est samedi, commencez vos stocks. Pas cher. Quelques conserves, quelques trucs, et vous commencez à mettre de côté. L'idée des stocks, donc première chose, c'est vite commencer. Deuxième chose, c'est que en cas de coup dur, immédiat, si demain matin il y a un problème, même un problème court, vous avez tout d'un coup les supermarchés ferment ou il y a une grande chute de neige, voilà, vous avez des stocks, vous êtes tranquille, vous ne stressez pas, vous avez de quoi manger, de l'eau et de la nourriture chez vous, vous n'allez pas emmerder les autres, vous n'allez pas piller les supermarchés, vous restez chez vous, vous avez ce qu'il faut. Si vous perdez votre boulot, si vous tombez au chômage, ou vous êtes malade, ou vous avez un deuil dans la famille, peu importe, et que vous ne pouvez pas aller travailler pendant un certain temps, bah vous avez des stocks. C'est ça l'argent que vous avez en moins dépensé pour acheter de la nourriture tous les jours, etc. Il y a plein d'utilités à avoir des stocks. Alors, les gens qui disent, les gens qui se préparent sont des paranos, mais non, c'est simplement être prévoyant. D'ailleurs, l'État est celui qui stocke le plus. La plupart des pays prévoyants, je ne sais pas en France, mais la Chine a stocké du grain et du riz pour 2 ou 3 ans pour nourrir l'ensemble de sa population, donc 1,5 milliard de personnes. Il y a des pays prévoyants aujourd'hui. Il y a des politiciens, bon c'est des ingénieurs en Chine, c'est pas des avocats. C'est pas comme politiciens, c'est un autre format. Mais enfin, en Chine, ils ont 2 ans de bouffe pour toute leur population en stock. Mais c'est réserves stratégiques de nourriture, de grains, de riz, etc. Les Russes aussi. Et ils accumulent. Alors, donc ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est que si vous faites votre potager, et comme on est tous des citadins à peu près qui ne savons pas faire croître des récoltes, et qu'on se plante, alors, comment on va faire? Vous avez vos stocks. Donc, pendant que vous allez apprendre, si Dorifort bouffe vos patates, si vos tomates ne poussent pas, parce que moi j'ai essayé de faire pousser naïvement des tomates à 1000 mètres d'altitude. Elles ne sont pas sorties, un petit peu comme ça. Voilà. Bon, en ce moment, j'entame pas vraiment mes stocks, mais voilà. Alors, ça, c'est mes stocks à moi, personnels. Ça, c'est un petit élément. Donc, voilà, j'ai des légumes. Alors, je les achète en France, en Suisse, en Italie, en fonction de mes voyages d'affaires. Donc, j'accumule, donc, conserve beaucoup de légumes, des sauces. J'aime bien varier, donc j'ai du marocain, du libanais, du français, de l'italien, etc. Des sauces tomates, des huiles, plein de nourriture. Des bouillons, des huiles de friture, machin, tout ça, du thon, des protéines, de la viande, etc. Vous allez voir comme ça. Pourquoi on parle de voilà, des conserves, soupe, etc. Eau, vin, beaucoup de vin. J'ai beaucoup de vin. Donc l'idée c'est que, voilà, moi j'ai fait un gros stock. Et si vous allez sur internet, j'ai 2-3 vidéos qui présentent un petit peu comment j'ai stocké les choses. Je sais que j'ai des gros stocks. Mais, bon déjà, alors les conserves, la bonne nouvelle c'est que les conserves se périnent lentement. Moi j'ai mangé, en Italie, j'ai un ami qui m'a fait goûter, et il était, ça se dit Fourier en France. Enfin, il était à l'armée italienne, et il gérait la logistique, il gérait les stocks. Et il m'a dit, viens, regarde ce qu'on donne à bouffer. Donc ça c'est il y a longtemps, c'est il y a 20 ans. Enfin, donc en 1990, il m'a dit, viens, regarde ce que je donne à bouffer à mes troufions. Il me montre la boîte de conserve estampillée 1941, avec le sigle fasciste, machin, en Italie. Et on a bouffé ça allait très bien. C'est indestructible, a priori, les boîtes de conserve. Mais bon, faites votre rotation et pensez 3-4 ans. Dans mon livre, et surtout Internet, vous allez trouver une liste de tous les aliments et de leur durée de conservation. Et qu'est-ce que vous avez besoin par mois, par personne, à stocker, et quelle est la durée de conservation. Le riz, et par exemple le sucre ou le miel. Le miel, ça dure longtemps, mais par exemple, évidemment, le lait en poudre, un peu moins, et clairement les périssables, beaucoup moins. Donc, c'est important. La règle de base, c'est consommer, enfin stocker ce que vous consommez et consommer vos stocks. D'avoir une rotation. Voilà. Gardez vos bouteilles à manger, hein. Oui, c'est vrai, celles-là, elles sont déjà. C'est un peu chaotique mon stock, mais il est mieux maintenant. J'ai trouvé un meuble. Voilà, tout à fait.
Troisième élément important, l'hygiène et la santé. Alors, l'hygiène et santé parce que ce ne sera pas le moment de tomber malade. Pendant la phase chaotique, qui dit que vous allez avoir accès à de l'eau propre? Bon, on a parlé de l'eau, mais qui dit que vous allez avoir accès à un médecin? Qui dit que vous allez avoir accès à des médicaments et des soins? Donc il va falloir travailler là-dessus. Premier élément principal, c'est que les excréments humains et animaux soient le plus loin possible d'où vous habitez, d'où vous cultivez votre nourriture et d'où vous jouez. Donc, loin. Donc, idéalement, des latrines, des toilettes sèches, loin de là où vous habitez. Alors ça, c'est particulièrement un problème en ville. Évidemment, en campagne, on peut gérer ça plus facilement. Ensuite, règle de base, l'hygiène de base, c'est lavez-vous les mains au savon. Ça évite les bactéries, ça limite les virus, ça limite les infections, etc. Donc, truc de base, propre. Lavez les mains. Lavez les dents. Parce que je ne vous dis pas ce que c'est qu'une carie sans dentiste. Enfin, je ne sais pas non plus, mais j'ai pas envie de savoir. Donc, lavez les dents, hygiène impeccable, d'autant plus impeccable que ça va être difficile. Ensuite, nutrition saine. Plus votre nutrition est bonne, plus vous êtes résistant aux maladies, plus vous allez avoir une constitution vous allez donner l'énergie à votre corps de se défendre contre les éventuels problèmes de santé que vous allez avoir. Gardez la forme. Pratiquez du sport tous les jours, du sport d'endurance, pourquoi pas du sport un peu plus de contact. Moi, je dis toujours, il faut être en forme, il faut garder 5 kilos de trop. 5 kilos de trop, c'est 5 à 10 jours sans manger, donc c'est bien. Donc moi, je suis un peu à 20 kilos de trop, mais bon, là, je fais du sport tous les jours. Donc je comprends. Ensuite, il y a gérer les bobos. Alors là, on arrive dans la partie médicale. Alors, y a-t-il des médecins dans la salle? Chirurgien? Bon. Alors vous imaginez bien que dans un monde sans médecin, et potentiellement avec peu d'accès à des médicaments, les petits bobos, vous allez pouvoir gérer. Des petits toux. Alors la plupart des maladies ou des problèmes se gèrent avec le temps. Dormez, reposez-vous si vous avez de la fièvre, etc. etc. Puis les petits bobos, apprendre à gérer, voilà, des petites sutures, des petites... avoir votre stock de matériel médical. Alors, ça c'est facile. Les petits bobos, vous coupez. Le nombre de fois je me suis coupé en coupant du bois, j'en ai partout des points de suture maintenant. Facile. Ça devient un petit peu plus compliqué quand vous plantez, quand vous tombez, quand vous faites une petite fracture. Voilà, là on arrive à des blessures intermédiaires. Là c'est difficile à gérer, mais vous devriez être capable de gérer ça. Ça s'apprend. Apprendre à faire des intraveineuses, intramusculaires, des garrots, des sutures, des piqûres d'anesthésion locale, etc. Ça c'est gérable. Bon, s'il y a des âmes sensibles, ne regardez pas la prochaine diapositive. Et ensuite il y a les grosses blessures. Et là vous n'y arrivez pas. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui s'est pris un coup de fusil dans la tête. Là, si vous n'avez pas le bloc chirurgical, etc., vous n'y arrivez pas. Alors, pour la petite bobologie, pour l'hygiène, etc., la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un livre, en tout cas 2 livres, un pour tous les soins buccaux et dentaires, et l'autre que j'ai mis en ligne sur mon site pierrot.com, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est là. Bon, il est en anglais, mais je pense qu'on peut trouver sur Internet la version française en livre, et pas électronique, qui explique en fait la médecine de Brousse des années 70 pour l'Amérique latine et l'Afrique, qui explique comment gérer l'hygiène, fabriquer une latrine, etc. C'est vraiment une source d'information, vraiment deux livres vraiment très intéressants. Ils expliquent parfaitement comment arracher une dent, un truc qui donne envie de se laver les dents. En fait. Voilà. Personnellement, moi j'ai pris un sac à dos que j'ai équipé pour faire un sac de soins avec un minimum de matériel. Alors, il y a une grande pince hémostatique que j'espère jamais pouvoir utiliser, avec évidemment des systèmes des produits bandages, ça va du paradrap au bandage, aux seringues. J'ai de la lidocaïne pour les anesthésies locales, j'ai de la morphine pour les anesthésies un peu plus grosses, etc., etc. Bref, il y a ce qu'il faut. Mais c'est intéressant d'avoir un kit, de mettre votre sac médical, ça c'est un point important, et d'avoir un minimum d'autonomie pour gérer la maladie et la santé. Ensuite, 4e point, l'énergie. L'idée, c'est pas de vivre comme un troglodyte au fond d'une cave, d'une caverne ou d'une forêt. L'idée, c'est de vivre bien. Et pour vivre bien, on doit garder, en tout cas, un minimum du confort moderne.
Et ça veut dire un besoin d'énergie. D'abord pour se chauffer, mais aussi pour vivre correctement, s'éclairer et vivre correctement. Alors là, le premier truc, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on dépense. Avant de générer l'énergie, il faut réduire notre consommation. On va essayer de comprendre où on a nos pertes, dans le chauffage, dans l'isolation, dans notre consommation électrique. Donc, vraiment chercher à réduire au maximum. Et c'est très facile dans une maison de réduire de 5 à 10 la consommation électrique, de réduire sensiblement notre dépendance du chauffage type fuel, carbone, etc. Au gaz, par exemple. Parce que le gaz aussi, on ne sait pas combien de temps il va être disponible. Enfin, pour le gaz, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a l'électricité pour le faire venir? Ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, réduire notre consommation. Et ensuite, vous allez pouvoir produire. Alors, le truc de base, c'est le bois. Alors, moi, j'habite plutôt dans une région avec beaucoup de bois, donc je fais mon tas de bois. Ensuite, pour produire de l'électricité, clairement, vous avez le solaire qui est de plus en plus accessible. Alors, ici, peut-être moins que dans le sud, c'est sûr que vous allez adapter votre production. Je pense que les énergies alternatives sont excellentes au niveau individuel, enfin au niveau de la maison. Donc clairement, si vous êtes à Marseille, c'est mieux le solaire que si vous êtes ici, j'imagine. Enfin, c'est la première fois que je viens, c'est beau aujourd'hui. Peut-être des éoliennes ou micro-éoliennes. L'important, c'est de varier de toute façon, c'est de comprendre qu'est-ce qui est le plus efficace. Vous pouvez imaginer des pompes à chaleur pour chauffer une partie de votre eau, etc. Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, on est vraiment au point pour toutes ces solutions. Dans la série stockage, pensez à stocker des ampoules, des batteries, des piles, si possible rechargeables. Et là aussi, l'électricité va vous permettre de recharger les piles, etc. Donc, moi j'ai toute une préparation, mais négligez pas la base. C'est-à-dire que les bougies, les choses simples, parce que ça peut servir déjà aujourd'hui. Donc, des stocks là aussi, mais surtout réfléchir à une production d'énergie nécessaire pour faire tourner votre lave-vaisselle, votre machine à laver, pourquoi pas votre aspirateur, parce que ce sont des choses qui nous font gagner du temps et du confort. Quand on parle de confort, on parle aussi de connaissances. Alors ici, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que dans les connaissances, il s'agit là aussi on ne sait pas de quelle amplitude va être la crise, va être cet effondrement. S'il est court, ça va, mais s'il est long, il serait bon de prendre avec vous ce qui fait votre culture, ce qui fait ce qui définit qui vous êtes. Et on est souvent défini par notre connaissance, par notre culture, par notre civilisation. Et une partie de celle-ci, vous pouvez la prendre chez vous. Donc, gardez vos livres. Bon, ça c'est chez moi. Clairement, j'ai stocké des quantités de livres. Moi, je suis passionné d'histoire, de littérature, donc j'ai vraiment stocké une quantité impressionnante de livres, y compris des livres scolaires pour les enfants. Je vois ici l'Iliade de lycée. Bref, mais aussi des savoir-faire. Et puis des loisirs, mais des savoir-faire typiquement dans la connaissance, il faut apprendre dès aujourd'hui ou améliorer les compétences qui vont être utiles dans le futur. Alors, j'ai pris un exemple d'un livre des années 50 qui explique, voilà, ça c'est les métiers. Alors, dans les années 50, les métiers c'était typiquement un maçon, charpentier, plombier, électricien, mécanicien, soldat, marin, pilote, bon, ça. Bon. Mais c'est intéressant de voir que voilà, dans les années 50, ça c'était considéré les métiers importants, etc. Ben, ça va revenir très vite. D'ailleurs, je font ces métiers très bien, en tout cas en Suisse, qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Et donc ces savoir-faire sont importants à savoir. Donc une fois que vous avez votre eau et de l'autonomie dans tout ça, donc une fois que vous avez votre eau, votre nourriture, une capacité, vous avez la propreté, l'hygiène qui fonctionne, vous ne faites pas caca là où vous mangez, etc. Là où vous avez, à partir du moment où vous avez l'énergie pour vous rendre votre vie confortable, etc., et que vous avez accumulé des compétences, des connaissances et des compétences pour garder une partie de la civilisation avec vous, ensuite il faut défendre tout ça. Il faudra défendre tout ça des prédateurs, il faudra défendre tout ça des gens qui sont sans scrupules et qui vont devenir agressifs et qui vont venir vous ennuyer. Donc, l'approche de la défense. Alors ici, on le connaît tous, aujourd'hui, ce sont des relativement petits larcins, mais demain, quelqu'un qui va venir chez vous pour prendre tout ce que vous avez, prendre votre récolte, finalement vous piller totalement, c'est la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, si quelqu'un dans la rue me dit « donne-moi ton portefeuille », enfin s'il me le demande très poliment avec un pistolet ou un couteau, je lui donne.
sans problème, je ne vais pas mettre en risque ma vie pour quelques euros, c'est pas le problème. Mais quand la vie est en jeu, là, il va falloir se défendre. Alors, on ne peut pas vivre dans un château fort. L'idée, c'est de comprendre là où vous êtes, quelles sont les défenses possibles. Alors, la première défense, c'est de ne pas être là où il y a un problème. Donc, c'est pour ça que la base autonome durable, si c'est possible, il faudrait l'établir ou être à un endroit où on est loin des grosses problématiques. Donc, moi, je préconise éviter les grands centres urbains. Paris, pas bon. Londres, catastrophiquement pas bon. Parce qu'en plus, il n'y a pas de nourriture en Angleterre. Donc, en plus, c'est pas bon. Mais il y a des restaurants étrangers. Donc voilà. Donc, évitez les grands centres urbains. Et parce que évitez là où il y a des problèmes. Soyez discret. N'écrivez pas un livre et ne faites pas de conférence pour montrer comment on se prépare. Défense physique ensuite, défense de protection. Rendez difficile l'accès chez vous. Dissuadez l'agresseur. Alors, typiquement, si vous êtes à la campagne, des épines avec des ronces sous les fenêtres, des haies qui cachent la maison de la rue principale, etc., etc. Des portes renforcées. Enfin, on le fait en ville, hein. Je pense qu'on le fait tous, à mettre des portes renforcées, etc. Ensuite, c'est la capacité, d'abord psychologique, mais ensuite physique, de se défendre contre une agression. C'est toujours bien de faire un sport de combat, quel qu'il soit. Moi, j'ai mes préférences. J'aime bien les sports où on reçoit des coups autant qu'on en donne, parce que ça nous habitue. Mais psychologiquement, de savoir qu'on est capable de se défendre, c'est important. Mais tout à l'heure, beaucoup de gens sont restés debout, donc c'est bien. Donc c'est important de faire des sports de défense, sports de combat, ça vous donne la confiance nécessaire. Ensuite, bien sûr, vous pouvez passer à des sports un petit peu plus poussés. Donc, typiquement, moi j'aime bien le système russe, mais on peut faire du Krav Maga, etc. Il y en a plein. Mais ça peut être intéressant de le faire. Et ensuite, viennent les armes. Alors moi je viens d'un pays où la législation est géniale, où on est tous des citoyens soldats, donc forcément on est habitué à être armés, etc. Et donc on sait ce qu'on fait. Donc ça c'est un de mes compatriotes, c'est un de mes amis. On s'entraîne parce qu'une arme c'est un objet, mal utilisé c'est dangereux d'abord pour soi, pour ses amis et pour les autres, bien utilisé c'est dissuasif, parce que l'important c'est de dissuader. Moi je n'ai pas du tout l'ambition de m'en servir a priori, mais... Et ensuite, ça c'est la mienne personnellement, voilà, savoir utiliser ses armes, avoir un stock de munitions nécessaire pour que ça fonctionne. Et souvent on me dit, ah oui, mais non, moi j'ai tout, je suis écolo, j'ai un jardin, c'est génial, mais les armes, non, la violence n'a jamais rien résolu. Bon, donc il faut laisser les armes à l'État. Quand l'État est le seul à avoir des armes, souvent, ça se passe mal. Souvent, ça se passe très mal. Nous en Suisse, notre constitution, enfin, en tout cas quand on prête serment, quand on est à l'armée, nous on prête serment de défendre notre pays contre tout ennemi extérieur et intérieur. Et quand on dit intérieur, nous on pense l'État. On ne pense pas les anarchistes, enfin, on s'en fout de ça. On pense à l'État. Le plus grave danger pour le citoyen, c'est l'État. C'est notre vision en Suisse. Alors voilà, c'est notre approche très particulière, mais pour nous, l'État est le seul capable. C'est pas les individus, c'est pas quatre racailles qui vont venir massacrer toute une population. C'est l'État qui est capable de faire ça. Donc, si seul l'État a des armes, nous, on est très très méfiants. Et puis, notamment pour les dames et les demoiselles, toutes celles que je connais qui se sont mises au tir, elles trouvent ça génial. Oui. C'est assez marrant. C'est très particulier chez les dames. Donc, les dames, essayez. Bref. Et puis surtout, pour moi, enfin, ça c'est très personnel, pour moi la défense, j'aime bien cette image qui est un drapeau de la guerre révolutionnaire américaine. Il y a des choses intéressantes aux États-Unis, quand même. Et qui est celui de dire, voilà, ne me marchez pas dessus. C'est-à-dire que moi je suis un pacifique, mais je ne suis pas un non-violent. Si on vient chez moi et qu'on m'emmerde et qu'on me marche dessus, je mords. C'est un peu l'approche souvent des survivalistes qui utilisent cette image, ce vieux drapeau de 1776, pour dire, voilà, moi je suis armé, je sais me défendre, mais je ne cherche pas à les ennuyer. Je reste dans mon coin, je suis dans ma base autonome durable, je suis loin, mais je suis prêt à me défendre. Donc voilà, c'est ça la petite légende. Parce que souvent, beaucoup des médias notamment, essayent de dire, voilà, les gens qui se préparent
c'est des miliciens armés, ils sont fous, etc. Non, non, non. Enfin, peut-être qu'on est fous, je sais pas, mais en tout cas, si on est armé, c'est pour se défendre, c'est pas pour agresser les autres. Du tout. Et puis, 7e élément, qui est le plus important de tous, c'est qu'en fait, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir seul. Il faudra reconstruire un lien social, il va falloir reconstruire des communautés, il va falloir reconstruire des éléments d'entraide entre les gens. Et donc, c'est ce que j'appelle le lien social qu'il faut reconstruire. Et ici, il s'agit de recréer le village, en fait. Village, cette mentalité, mais dans le bon sens du terme, de village que l'on a perdu. Parce que l'anonymat des villes et la grandeur des villes nous a fait perdre ces relations d'interdépendance mutuelle qui étaient fondamentales à la vie commune, à l'entraide. Dans un village, si quelqu'un, tout d'un coup, a un problème avec sa récolte, les autres vont l'aider. Mais c'est parce qu'ils ont des liens, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc il va falloir recréer ça. Ça va être difficile, mais on va devoir reapprendre ce lien social. Et c'est d'ailleurs, c'est uniquement par ce lien social que vous allez survivre, notamment dans les villes. Parce que vous pouvez organiser un quartier avec votre production d'eau, de nourriture, votre génération d'électricité, votre défense, etc. Mais seul en ville, tôt ou tard, une bande organisée va s'organiser. En revanche, si un quartier s'organise, là vous êtes redoutablement fort. Vous pouvez résister. Dans une vallée, dans une montagne, si toute la vallée, toute la montagne, toute la région s'organise, là vous n'êtes plus une base autonome durable, vous êtes un duché autonome durable, vous êtes une baronnie, enfin vous devenez une puissance. Et là on ne vient plus vous agresser, on vient négocier à une. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on va reconstruire les civilisations très vite, une fois que l'effondrement se sera calmé, une fois qu'on sera un petit peu moins nombreux d'ailleurs, mais on va reconstruire sur ce lien social. C'est obligé. C'est ça, ou alors on régresse de plus en plus loin dans le passé. Mais ça, c'est l'élément fondamental. Donc il s'agit de recréer les liens sociaux. Donc depuis que j'ai ma ferme dans les montagnes suisses, mon foie, on a pris un coup, mais bon, c'est sympathique. Et on reprend, c'est de nouveau Bruegel, hein, c'est ça. Il faudra réinventer les fêtes, les moments de vie, et surtout ce que j'appelle les cycles naturels que l'on fête. On va fêter de nouveau les cycles naturels parce qu'on va retrouver, oui, votre fraise, elle arrive en hiver, en été, on ne sait même plus à quelle période ça pousse, les légumes et les fruits. Là, on va recréer les fêtes. Voilà, il y a une raison pour laquelle il y a la Saint-Jean à telle date, il y a une raison pour laquelle il y a Noël le 25 décembre, il y a une vraie raison. Voilà, on va retrouver des cycles naturels importants. Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos pratiques, on va retrouver ces éléments. C'est obligé. Toutes les sociétés agraires, agricoles, elles ont des rituels basés sur les cycles de la nature. On va probablement retrouver beaucoup de spirituel et de religieux, c'est ça. Et puis on va essayer au maximum, c'est pour ça que l'énergie est importante, parce qu'il va falloir faire fonctionner des systèmes de communication. Comme on se déplacera moins, parce qu'il y a moins de pétrole, il va falloir communiquer à distance, donc la CB, des talkie-walkie à plus courte distance, etc. Qui sait si Internet fonctionnera encore? Difficile à dire. En revanche, on va devoir mettre en place des systèmes de communication. Alors, une fois qu'on a défini ces 7 éléments, donc évidemment, j'essaie de résumer vite, il faut commencer à se préparer. Et la préparation se fait d'abord par une préparation mentale, ensuite par une préparation technique, et ensuite en ayant de la chance. La chance, elle se prépare. Et ça, c'est la pyramide de la préparation. L'essentiel, c'est tout d'abord une préparation mentale, et le tout ensuite s'entraîne. Il faut s'entraîner. Travailler votre potager, filtrer votre eau, essayez. Apprendre à coudre, pas sur votre doigt au-dessus de votre petite sœur, mais sur un poulet peut-être, etc., etc. Donc, tout ce que vous allez apprendre, il va falloir le pratiquer encore et encore pour avoir des automatismes, pour vraiment acquérir ce savoir-faire. Avant, dès maintenant, dès demain, je pense qu'il faut surtout se dépolluer la tête de ce qui est mauvais dans notre civilisation aujourd'hui. Moi, depuis que j'ai jeté la télévision, clairement, je vois le monde différemment. On est constamment dans... Enlevez la télévision. Apprenons à se désintoxiquer de la programmation qu'on nous inflige. Il n'y a pas que la télévision. Je vois mes enfants qui n'ont pas la télévision, ils vont à l'école, ils reviennent en disant « je veux ça ». Je dis « mais c'est quoi ?» « Ah oui, mais c'est un copain qui lui a vu, parce que lui, il a la télévision. » Donc,
on est dans une lutte inégale par rapport à la consommation. Donc, on va voir ce battre. Désintoxiquez-vous de tout ce qui est futile, de tout ce qui est fait pour vous rendre imbécile, pour vous rendre accro, pour vous rendre... bref, pour vous rendre insensible aux vrais problèmes et aux vraies informations. Donc, désintoxiquez-vous de toutes ces choses. Assainissez vos finances. Si possible, ne contractez plus de dette. Souvenez-vous, la dette, c'est l'esclavage. Alors on était dans un système où ça avait du sens, parce qu'il y avait de la croissance, de dire je m'endette un petit peu aujourd'hui pour avoir tout de suite quelque chose qui va prendre de la valeur pour demain. Mais est-ce que l'immobilier va prendre de la valeur demain? Si les villes s'effondrent, vos appartements et vos villas, le pire c'est les villas périurbaines, qui dépendent des transports, comment on appelle ça, des transports et finalement des voitures et du pétrole. Dans un monde sans voiture, sans pétrole, votre petite villa, les unes à côté des autres, dans la périphérie des villes, on va découvrir historiquement que ça a été la pire allocation de ressources de toute l'histoire de l'humanité, les zones villas. Avec un réseau d'électricité, de plomberie dans tous les sens pour des petites maisons individuelles qui de toute façon ne serviront plus parce que c'est trop vaste, c'est trop... Le centre-ville, bien. Les campagnes, bien. Entre les deux, catastrophe. L'argent que vous allez avoir en banque, avec l'hyperinflation, donc comment vous allez préserver votre patrimoine? L'or, pièces, lingots, et des vrais, hein, pas des certificats ETF en bourse. L'argent, pareil. Parce que d'ailleurs, l'argent permettra beaucoup plus facilement d'avoir de la monnaie d'échange. Parce qu'on va recréer des monnaies. On va recréer des monnaies, parce que je te vends ma demi-vache contre 3 chèvres, ça va être difficile à organiser. En revanche, on va revenir à des monnaies d'échange. Ça a toujours existé, donc l'or, l'argent est beaucoup plus facile, parce que si elle lingot d'or en fonction des achats, ça va être compliqué. Donc on va revenir à ça. Et plus vite qu'on le pense. Donc moi, je dis toujours, moi j'ai 100%, enfin de toute façon, j'ai tout vendu pour acheter ma ferme. Donc, ça ne sert à rien de venir me braquer pour mes lingots d'or, j'en ai beaucoup. Mais vraiment, préservez votre capital. Et ceux qui pensent que l'argent ou l'or est cher maintenant parce qu'il y a eu une très forte progression ces derniers temps, c'est que vous n'avez pas encore vu ce qui arrive. Mais vous allez perdre tout votre argent si vous le laissez à la banque. Tout. Vous allez tout perdre. Dans les 5 à 10 ans, c'est fini. Et même ça viendra plus tôt que tard. Ça viendra très très vite. Apprenez à vivre de manière simple. Plus on a une vie simple, moins vous êtes de dépendance, moins vous avez d'envie de gadgets. Peut-être que le iPhone 4 n'est pas si absolument indispensable que ça, etc. L'exercice physique. Et puis, mettez en place... alors ici, je suis dans la région, en fait. Je n'ai pas pensé, bien sûr, ici dans le nord, vous connaissez, mais le canari dans la mine, c'est important. C'est-à-dire que le système d'alarme qui va vous dire « Ah, là, il se passe quelque chose, le canari vient de crever, il faut qu'on s'en aille vite. » Ou c'est maintenant que ça se passe. Typiquement, ça veut dire avoir des sources d'informations très fiables. Ça peut être sur Internet, etc. Mais ça peut être des personnes, des gens que vous connaissez, qui ont l'information avant les autres. Parce que ça va se savoir, hein, on va le voir arriver. Mais il faut savoir identifier les signes. Il faut savoir aller les chercher. Ce ne sera pas Jean Pernod à 13h qui va vous le dire. Demain, il n'y a plus d'euros. Ce n'est pas eux qui vont vous le dire, c'est vous qui devez le savoir avant. Personne ne va vous dire, demain, les supermarchés vont être pillés. Il faudra le sentir. Donc personnellement, à part Internet et 2-3 sources d'informations fiables, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des amis que j'ai identifiés dans des industries clés, typiquement dans les transports et les emballages. Le jour où les emballages et les transports s'effondrent, c'est que très vite derrière, il y a un problème. Donc là, en ce moment, par exemple, le prix du transport maritime, il est en train de baisser. Alors je suis ça avec intérêt. Il est en train de baisser très fort. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est pas assez rentable, donc les armateurs gardent leur bateau et ils attendent que ce soit plus rentable, ou alors c'est parce que tout d'un coup, il y a moins de commerce? Alors, il faut creuser les informations, pas tout croire tout de suite. Enfin, ça se cherche. Donc voilà. Et puis mettre en place chez vous des niveaux d'alerte. 1, 2, 3, 4, 5, vous faites comme vous voulez, j'explique ça dans mon livre. Des niveaux d'alerte que vous allez définir, voilà, au niveau 0, tout va bien, au niveau 1, je commence à être sur mes gardes, au niveau 2, il faut que j'accélère mes préparations, au niveau 3, j'achète vite ce qui est le dernier truc qui reste à acheter pour stocker, typiquement les médicaments, les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est une durée de vie très courte, de 3 ans maximum, enfin à peu près, hein, c'est ça. Donc je ne vais pas en stocker 3 tonnes aujourd'hui, j'attends le dernier moment, et puis
Le pharmacien en bas de chez moi, il va me les filer le jour où il faut. Enfin, on va se mettre d'accord. Etc. Et puis, il y a le niveau 5, c'est le moment où il faut partir. Voilà, c'est maintenant on part. Si vous habitez en ville et vous avez une maison secondaire, ce qui est mon cas, donc ma base, j'y habite pas encore à plein temps, malheureusement, mais ça viendra. Voilà, c'est un moment de partir. Donc, mettre en place. Encore une fois, je donne vraiment l'importance d'apprendre les métiers qui vont être utiles demain. Alors, mon fils, tu seras avocat, ce sera moins bien. Je pense qu'on peut se poser la question, il y a des métiers, responsable marketing international, responsable de communication, avocat, etc. Quel va être leur rôle dans le futur? Creuser les latrines, je sais pas. Mais en revanche, il y a des métiers, les métiers manuels qui sont d'ailleurs, on a souvent dénigré les manuels comme étant des métiers moins que rien parce qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. C'est une folie. Ce sont des métiers qui demandent une grande intelligence d'ailleurs. Comprendre les matières, savoir ce qui est mieux que l'autre. Réparateur de vélo. Ça, c'est un super métier d'avenir. Parce que le vélo, ça, il va rester. Donc ça, c'est intéressant. Fabriquer des pièces de rechange. Médecin, évidemment, ça restera. Et si vous avez des herboristes, ou des vrais pharmaciens qui savent faire les médicaments, alors ça, prenez-les dans votre base autonome durable avec vous, parce que c'est bien. Bref. Donc, préparez votre stratégie. Alors moi, c'est ce que je fais souvent pour gagner ma vie et pour financer un petit peu ma base autonome durable. Pas le livre, il faut augmenter mes com. C'est pas mon livre qui me fait vivre, mais voilà, je fais du conseil chez des gens. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils me demandent des conseils par internet ou par téléphone, je leur donne volontiers gratuitement quelques astuces si je peux. Mais je passe souvent une journée entière avec des personnes qui disent, bah voilà, moi je suis assez fortuné, comment est-ce que je me prépare? Donc une des premières choses que je fais avec eux, pour comprendre j'essaie de comprendre leur situation patrimoniale et comment ils peuvent se préparer. D'abord, on essaie de travailler sur, ok, conceptualiser quel est le type de vie que vous espérez avoir. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être convaincu, il faut aussi convaincre son épouse, imaginer comment je vais faire pour convaincre, est-ce que je dois convaincre ma famille, bon, c'est pas simple. Voilà, on est pris dans notre vie de tous les jours, c'est normal. Donc d'abord conceptualiser qu'est-ce que je voudrais faire. Ensuite, ok, quel va être le plan, quelle va être ma stratégie, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à avoir une base autonome durable qui fonctionne. Et ensuite, et avec qui? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? On peut le faire en groupant. Les gens disent mais j'ai pas d'argent, comment je fais? Ben, mettez-vous à 10, je sais pas, ou à 5, mettez-vous plusieurs familles ensemble. Là peut-être on arrive à mettre en place quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, mettre en place, planifier les détails et passer à l'action. Passer à l'action de manière simple. Par exemple, une des choses faciles pour démarrer, alors bien sûr c'est d'acheter quelques conserves, mais aussi voilà, typiquement un sac où vous allez mettre le minimum pour survivre en cas de coup dur. Si demain il y a un tremblement de terre à l'île, ou une inondation plus probablement, prenez votre sac, vous partez et vous avez de quoi survivre 48-72 heures. Ça c'est un truc facile à mettre en place, ça coûte pas cher. C'est une première étape mentale pour vous mettre dans l'état d'esprit, je me prépare au cas où. Alors ensuite, le choix c'est le vôtre. Pour conclure, parce que je ne sais pas quelle heure c'est, mais je sais pas si sûrement on a dépassé le temps. Ouais. Mais pas beaucoup de gens sont pas. Donc, typiquement, le choix, c'est le vôtre. Est-ce que vous allez rester devant la télé à morfler et à ne rien faire? C'est un choix. J'ai pas de jugement de valeur. Très peu de jugement. J'essaie d'avoir le moins de jugement de valeur possible dans tout ce que je dis. Soit vous ne faites rien, à l'extrême inverse, vous vous surentraînez, vous faites le dur. Et entre les deux, quelque part, il y a le monde difficile, Mad Max. Et on ne peut pas savoir où on va. Encore une fois, il y a une grande incertitude. Moi, je suis un prophète, je n'ai pas la science info, je n'ai pas de talent divinatoire, je ne sais pas où on va aller. Je peux me baser sur des faits, et donc j'essaie de partager et d'avoir d'ailleurs des interactions sur ce qui est le plus probable. J'ai mis sur mon site quelques scénarios possibles des 5-10 années futures, mais je ne sais pas lequel a le plus de probabilité. Aujourd'hui, typiquement, nous sommes dans un scénario de crise lente qui justement est terrible parce qu'on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte très doucement. Et en fait, on est dans une crise lente qui s'accélère et où les problèmes se propagent doucement. D'abord la Grèce, ensuite on va voir l'effondrement de l'Espagne, du Portugal d'abord en fait. Et puis petit, alors l'Italie il faut voir, mais enfin, il y a vraiment, voilà, petit à petit ça va venir partout. Même l'Allemagne. Donc, c'est lent, et c'est sournois quand c'est lent, parce que ça ne nous arrive pas dans la tête tout de suite, on n'a pas la claque qui nous réveille. Donc on ne sait pas ce que va être demain. Et après-demain, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas que demain va être terrible. Moi, je ne crois pas que ça va être l'apocalypse. Je ne crois pas que ça va être
la destruction totale et l'enfer total. Non. D'autant qu'on est beaucoup à se préparer. On est beaucoup qui se préparent sans le dire aux autres, sans le savoir. Et peut-être ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'était clairement l'objectif d'écrire un livre, d'essayer de toucher le maximum de gens pour dire, plus on est nombreux, en tout cas se préparer un tout petit peu, parce que être préparé à 100%, c'est impossible, mais 1% c'est mieux que 0. Moi je ne sais pas quel est mon niveau de préparation, 40, 50, je ne sais pas, certainement pas 100%. Mais si on est nombreux à se préparer, on va mitiger l'effondrement, on va mitiger son impact, et on va s'entraîner. Parce qu'entre gens préparés, voilà, on a déjà un lien commun, on a un rite de passage quelque part qui s'est forgé, et on va s'entraider. Et puis on aura même, si on est nombreux à s'entraider, la capacité d'être charitable pour ceux qui ne se sont pas préparés. Mais si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas être charitable. Si vous n'avez aucune ressource, vous ne pouvez pas aider votre prochain. Et moi je suis agnostique, mais de culture chrétienne, donc pour moi la charité c'est important. Et si j'ai suffisamment de stock de nourriture, si une ou deux personnes arrivent, bon si on a 100 millions c'est difficile, mais si une ou deux personnes arrivent, je vais les aider. Peut-être ont-ils des compétences d'ailleurs qu'ils pourront ensuite mettre à notre service ou faire partie de la communauté qui s'agrandit ou de reconstruire la civilisation ensemble. Moi je me souhaite la mort et la destruction de personne, donc j'ai tendance, mais ça c'est un vœu pieux, à ne pas croire qu'on va arriver vers cette catastrophe. Je pense pas. Au contraire, moi je pense qu'on va redécouvrir on va redécouvrir le mode de vie avec beaucoup plus de connaissances que nos grands-parents, mais on va redécouvrir, maintenant c'est nos arrière-grands-parents, le temps passe, mais on va redécouvrir un mode de vie peut-être de nouveau plus sain, plus naturel, plus proche de notre nature profonde. Après tout, on a été longtemps des chasseurs-cueilleurs, pas très longtemps des sédentaires, et très très peu de temps des urbains. Les 200 dernières années, c'est une anomalie dans l'histoire humaine. C'est une totale anomalie. Ce n'est pas notre nature. Certainement, on a montré de ne pas être suffisamment responsable, d'être totalement irresponsable dans ce mode de vie. Bon, ben on va revenir en arrière, on va recommencer différemment, on va reconstruire. Il y aura un moment difficile à passer. Et bon, et on peut toujours espérer que les lendemains sont extraordinaires. Donc voilà, ça c'est un peu mon projet secret. Bref, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Je pense qu'on peut quand même bien s'en sortir et qu'on va retrouver une vie meilleure. Et ça, c'est un peu le message avec lequel j'aimerais vous laisser ce soir. C'est que, voilà, ça ne va pas être tout noir. On peut y arriver, mais il faut se mettre au travail. Il faut commencer.